Donc on va maintenant passer au deuxième dossier de cette conférence de maladies infectieuses de D4. L'histoire concerne une femme assez âgée, 72 ans, qui est amenée aux urgences par son mari pour une dyspnée fébrile avec un syndrome confusionnel. Déjà, dyspnée fébrile avec un syndrome confusionnel, ça doit nous évoquer plusieurs étiologies, dont le diagnostic principal de ce dossier, mais on va avoir beaucoup d'autres renseignements en sa faveur. Monsieur F, son mari, nous explique que tout a commencé il y a un peu plus de 24 heures. C'est donc un début aigu, par une toux sèche et de la fièvre. Il a conseillé à son épouse de se reposer et lui a apporté au lit un repas léger qu'elle a à peine touché. Il y a une histoire de nausée. Peu de temps après, Madame F vomissait tout, des vomissements associés, donc on a une dyspnée avec de la fièvre, des troubles neurologiques à type de syndrome confusionnel, des troubles digestifs à type de nausée, vomissement, le tout d'installation aiguë en à peu près 24 heures. Elle aurait également présenté des selles très liquides et fétides, ça complète le tableau de troubles digestifs avec de la diarrhée. La nuit a été agitée, Madame F montrant des signes de difficulté respiratoire de plus en plus importants. D'accord, donc la dyspnée s'aggrave. Devant l'apparition au petit matin de propos incohérents, Monsieur F décide de l'amener consulter. Les troubles neurologiques s'aggravent également. Il ne vous cache pas qu'il est très inquiet, d'autant plus que tout allait très bien jusque-là. D'accord, a priori, tout allait très bien jusque-là. Il venait d'ailleurs de passer des vacances merveilleuses au camping. On se doute qu'on ne nous précise pas forcément de manière complètement gratuite qu'ils reviennent du camping, et n'était rentré que début septembre, il y a une semaine à peine. Donc il vous précise les principaux antécédents de sa femme. Il y a une cholécystectomie à l'âge de 45 ans, ça fait partie des antécédents classiques qui sont là pour meubler, pas utiles. Une hypothyroïdie substituée par Levothyrox, c'est à peu près le même genre d'antécédent. A priori, ça ne va pas nous être très utile. Par contre, un dossier d'infectieux et une allergie à la clarithromycine. Ça, c'est en énorme sur le brouillon. Il ne faudra pas merder, il ne faudra pas prescrire de macrolide. À l'examen physique, on a ses constantes. Elle est donc bel et bien fébrile, avec une fièvre assez importante à 39,5. Elle a une pression artérielle assez inquiétante, à 90-60 mm de mercure. Elle est étrangement peu tachycarde, voire pas tachycarde du tout d'ailleurs, avec une fréquence cardiaque à 82 par minute. Elle est hypoxique, avec des signes de détresse respiratoire, une polypnée importante, et elle a un Glasgow médiocre, à 13. Donc on a vraiment un tableau de détresse respiratoire aiguë fébrile, qui nous amène à suspecter une pneumopathie, avec des signes neurologiques, les troubles de la conscience, le syndrome confusionnel, et des signes digestifs. À l'examen, à l'auscultation pulmonaire, on entend des râles crépitants aux deux champs. Bon, ça crépite des deux côtés. C'est en faveur d'une histoire de pneumopathie peut-être. L'abdomen est souple, indolore et dépressible à la palpation, mais vous notez une hépatosplénomégalie modérée. Là par contre ça devient étrange. A priori la légionellose, il n'y a pas trop d'hépatosplénomégalie modérée. Bon, on note ça dans un coin. Le reste de l'examen est sans particularité, hormis la présence d'adénopathie centimétrique bilatérale au niveau cervical. Ça c'est pareil, a priori ça ne concerne pas vraiment la légionellose. Seulement comme on a lu l'énoncé en entier, on a vu qu'à la fin on nous demande d'évoquer une autre pathologie, donc on ne s'inquiète pas de ne pas pouvoir intégrer cette partie-là dans le tableau clinique initial de légionellose, et on sait que ça nous sera utile pour la suite du dossier. Question 1, quelle est votre prise en charge aux urgences sans la surveillance? Donc ça c'est la grosse question, parce que c'est la prise en charge qui doit être à la fois diagnostique et thérapeutique. Bon, on a déjà fait l'examen clinique, ça va donc concerner la prise en charge diagnostique paraclinique et la prise en charge thérapeutique. Je vous conseille de structurer votre réponse. Moi, ce que je fais en général, c'est que j'explique un peu ce qu'on appelle la mise en condition, sans vraiment dire que je fais de la mise en condition pour pas énerver les correcteurs. Donc, il s'agit bien d'une urgence,
diagnostic et thérapeutique, c'est l'objet de la question. On appelle le réanimateur devant les constantes et la gravité du tableau. On fait la mise en condition classique avec la pose de voie veineuse, le scope cardiotensionnel et devant l'hypoxie à 89 de saturation, l'oxygénothérapie au masque à haut débit. Ensuite, on explique qu'est-ce qu'on va faire comme prise en charge diagnostique. On va lui prélever en urgence un bilan, alors qu'elle sera en salle de déchoc. Donc on va lui prélever un bilan avec la recherche d'un syndrome inflammatoire, un hémogramme, une VS, une CRP, l'évaluation du retentissement et la recherche de signes associés, un bilan classique avec le ionogramme sanguin, l'urée-la-créate pour éventuellement une insuffisance rénale fonctionnelle. Et très important devant le tableau de détresse respiratoire avec la polypnée et l'hypoxie importante, des gaz du sang artériel et des lactates. Elle avait des signes de choc débutants. Pensez-y, les réanimateurs adorent les lactates, à raison d'ailleurs, ça peut leur permettre d'expliquer l'acidose métabolique, et ils coteront probablement les lactates si c'est eux qui font un dossier de pneumopathie grave. Le bilan hépatique pour la recherche de signes associés en faveur de légionnelle, et pour la recherche d'un foie de choc, un électrocardiogramme, ça fait pas de mal, surtout chez cette patiente âgée. Par ailleurs, il s'agit d'une suspicion de pneumopathie, donc on demande une radiographie thoracique de face. De toute manière, c'est des symptômes pulmonaires avec des crépitants. Il faut préciser l'étiologie. Ensuite, on prélève toujours au début et aux urgences un bilan bactériologique. On essaye de récupérer un peu d'urine pour faire les antigénuries. Les antigénuries légionnelles et pneumocoques, elles sont indiquées dans cette situation de pneumopathie aiguë grave avec critères d'hospitalisation en réa. Vous avez une conférence de consensus par la SPILF sur la prise en charge des infections respiratoires basses qui spécifie dans quelle situation, quels examens complémentaires vous devez faire. De manière générale, toujours une radiographie de thorax. Si vous décidez d'hospitaliser le patient, vous rajouterez un examen cytobactériologique des crachats et éventuellement des hémocultures. Et s'il y a des critères réanimatoires, vous avez une indication aux antigénuries et aux pneumocoques. Et toujours, bien sûr, s'il y a des critères éliminatoires et qu'en plus vous décidez de l'intuber, vous avez une indication au prélèvement d'histoprotégé. Donc là, elle a la totale, puisqu'elle a un tableau grave et qu'elle part en réanimation, les antigénuries, les 2 paires d'hémocultures qu'on prélève vite, l'examen cytobactériologique des crachats, si possible induit, pour qu'il soit plus sensible, et l'intubation, si on intube, on réalisera des prélèvements d'histoprotégés avec envoi en cytologie et bactériologie, un lavage bronchiolo-alvéolaire ou un brossage endomorphique. C'est bien de préciser si intubation, c'est bien de préciser éventuellement les conditions de réalisation du LBA, parce qu'il ne faut pas non plus marquer LBA à tout va devant une détresse respiratoire importante, sachant que vous pouvez terminer votre patiente avec votre LBA en l'asphyxiant. Une fois qu'on a lancé tout ce bilan rapide, sachant que bien sûr le LBA se négative pas tout de suite, c'est pas une urgence absolue de le faire, on aura déjà mis les antibiotiques en place probablement. On fait la prise en charge thérapeutique, donc elle a été perfusée, on commence à la remplir avec du sérum physiologique, 500 cc toutes les 20 minutes, qu'on répète selon la réponse tensionnelle. On met en route le traitement étiologique, qui est un traitement probabiliste. Un traitement probabiliste, dans le cas d'une pneumopathie aiguë grave, doit couvrir pneumocoque et légionellose. Vous avez ici beaucoup d'arguments pour la légionellose. Néanmoins, la pneumopathie à pneumocoque est gravissime et vous ne pouvez pas vous permettre de l'ignorer. Donc ce sera une antibiothérapie parentérale, en urgence, après la réalisation des prélèvements qu'on a nommés avant. Elle sera double, probabiliste, bactéricide, active sur donc le pneumocoque qu'on ne peut pas se permettre d'ignorer, et légèrement atypique, surtout la légionellose qu'on incrimine ici. Alors, ce sera une céphalosporine de 3e génération, type ceftriaxone, et ce sera une fluoroquinolone, si possible, anti-pneumococcipe, type lévofloxacine, qui aura une activité donc sur le pneumocoque, au moins in vitro en tout cas, et une activité
sur la légionelle. Là, c'est 3G couvrant le pneumocoque. On a ainsi couvert les deux principaux germes. Ceux qui ont mis des macrolides là, ils n'ont pas fait de brouillon. Ils ont 0 la question. D'accord? Donc cette prise en charge, c'est important qu'elle soit très claire dans votre esprit. Les prélèvements que vous faites, le déroulement de la prise en charge thérapeutique, avec les mesures de réanimation et l'antibiothérapie qui doit absolument couvrir légionelle et pneumocoque. Cette antibiothérapie est elle aussi détaillée dans la conférence de consensus de la SPILF et elles sont à connaître. Question 2. Vous avez fait pratiquer l'examen d'imagerie suivant, interprétez-le. Bon, donc on a une radio de thorax de qualité médiocre. On voit quoi? On voit qu'il y a des opacités, comme ça, là, un peu bilatérales, qui sont donc multiples. C'est des opacités alvéolaires. On voit bien ici qu'il y a un petit peu de bronchogramme aérien. Et elles sont à limite floues et non systématisées. C'est pas du tout le tableau de votre PFLA avec vraiment juste un foyer qui occupe un lobe. Donc, on décrit le type d'examen. C'était un peu basique ici. Ça valait peut-être pas forcément de points. Je l'ai coté pour le principe. On a un type d'examen, on dit ce que c'est, une radio thoracique de face. On dit ensuite ce qu'on voit. Ce qu'on a vu, c'était des opacités qui sont multiples et bilatérales. Elles étaient non systématisées et elles étaient de type alvéolaire. Ensuite, une fois qu'on a fait une description sémiologique des anomalies visibles, on s'essaye à une conclusion. C'est a priori en faveur d'une pneumopathie bactérienne bilatérale. On aurait déjà pu dire que c'était a priori en faveur de la légionellose. Question 3. Quel diagnostic suspectez-vous concernant l'infection pulmonaire? Argumentez. On a déjà une bonne idée, mais on va essayer d'avoir tous les points de description du diagnostic. C'est une pneumopathie aiguë bactérienne. Il n'y a pas de point ici, on l'a conclu déjà sur la radiographie de thorax, qui est communautaire, c'est important. C'est pas la même prise en charge une pneumopathie nosocomiale et une pneumopathie communautaire. Il y a un point, il faut aller le chercher. Elle est bilatérale, c'est déjà un signe de gravité paraclinique, et elle est à Legionella pneumophila, c'est donc une légionellose pulmonaire. Ceci est synonyme avec ces deux phrases. Il y a des signes de gravité, c'est pas coté parce qu'on les a déjà pris en charge et que vous avez dû y penser. Ensuite, on justifie. Pourquoi c'est une pneumopathie aiguë bactérienne communautaire? Il y a de la fièvre, il y a des signes respiratoires et à l'auscultation, un syndrome de condensation pulmonaire avec des râles crépitants. Quels sont les arguments pour la légionellose? Les arguments pour la légionellose, c'est, et on utilise cette fois-ci notre séjour en camping, le séjour dans un lieu où les réseaux d'eau sont collectifs. Je vous rappelle que la légionellose n'a pas de contamination interhumaine. Il y a un réservoir dans l'eau et c'est une contamination aérienne. Le début rapide est en faveur, ainsi que la durée courte d'incubation. La durée d'incubation de Legionella pneumophila, c'est entre 2 et 10 jours. Là, ça fait une petite semaine qu'elle est rentrée de vacances. C'est donc compatible. C'est des points difficiles à prendre, ceux-là. Le camping, il fallait y penser. La durée d'incubation, c'est de la méthodologie. Mais c'était faisable. Les signes extra-respiratoires évocateurs. Il faut marquer cette phrase telle qu'elle. Il ne faut pas se contenter de dire qu'il y a des signes extra-respiratoires. Enfin, il ne faut pas se contenter de dire il y a des troubles digestifs, il y a des troubles de la conscience. C'est vrai et ça vaudra beaucoup de points. Mais il faut dire il y a des signes extra-respiratoires. Parce qu'on différencie vraiment dans les pneumopathies la pneumopathie à pneumocoque, qui est la pneumopathie pure, sans signe extra-respiratoire, à part le classique herpès labial, et les pneumopathies avec signe extra-respiratoire, légionnelle, qui est la plus fréquente et la plus intéressante à faire en dossier, et la plus grave, donc celle qu'il faut vraiment connaître, mycoplasme éventuellement. On dit signe extra-respiratoire évocateur, on met une tête de chapitre, c'est bien. Ensuite, il y a des troubles digestifs, diarrhée fétide, vomissement, il y a des troubles de la conscience, et il y a le pouls dissocié qui est un argument fort en faveur. Enfin, à la radiographie de thorax, on a aussi des arguments
pour légionnelle, c'est le syndrome alvéolaire bilatéral non systématisé sur la radiographie de thorax. Je vous rappelle, légionnelle, contrairement à certaines croyances populaires auquel j'ai adhéré moi aussi jusqu'en mi-D4, ce n'est pas un syndrome interstitiel, c'est vraiment un syndrome alvéolaire. C'est un syndrome alvéolaire comme le pneumocoque, mais qui lui est opposé en beaucoup de points, c'est-à-dire qu'il est non systématisé, qu'il est à limite floue et qu'il est en général bilatéral, ce qui est moins fréquent et très grave chez le pneumocoque. Question 4. Quels examens complémentaires peuvent permettre de confirmer ce diagnostic? Donc ça nous permet de poser une question un peu pointue, un peu de cours, mais qui a fait l'objet, dans le cadre d'une mise au point faite par la SPILF, de précision. Donc la SPILF, elle a fait une mise au point sur la légionellose qu'on reverra un petit peu en conclusion, et elle explique comment on fait le diagnostic d'une légionellose. En général, on fait le diagnostic d'une légionellose par l'antigénurie légionnelle. C'est bien, parce que ça permet de faire le diagnostic très vite, que c'est sensible et que c'est spécifique. Néanmoins, que c'est spécifique, même après la prise d'antibiotiques, et ça c'est important, parce que souvent, légionellose, vous faites le diagnostic sur une espèce de toux sèche qui traîne, malgré la prise d'amox, et qui va se dégrader rapidement. Donc l'antigénurie légionnelle, vous le gardez, c'est important. Les autres méthode pour faire le diagnostic, et notamment la méthode de référence, c'est la culture sur milieu spécial. Donc on peut faire deux autres méthodes de diagnostic direct de la légionellose, la culture sur milieu spécial et l'immunofluorescence directe, qu'on réalise sur des prélèvements pulmonaires qui peuvent être faits par examen cytobactériologique des crachats, ou beaucoup mieux prélèvement distaux protégés, c'est-à-dire LBA ou brossage endobronchique. D'accord, donc des prélèvements directs par ECBC ou LBA, immunofluorescence directe ou culture sur milieux spéciaux. C'est des examens très sensibles, très spécifiques, mais plus difficiles à mettre en place. L'examen le plus utilisé, mais qui n'est pas l'examen de référence, dans les urines rapidement, une recherche d'antigènes légionnels, précoce, sensible, spécifique, et qui résiste à la prise d'antibiotiques. Et ensuite, le diagnostic indirect, pour être exhaustif, mais beaucoup moins intéressant, c'est la sérologie, qui nous permet un diagnostic rétrospectif. Question 5. On récupère une partie du bilan qu'on a prescrit, et on a à les interpréter. Donc, on regarde. Les globules blancs, on a une hyperleucocytose. Il y a trop de polynucléaires neutrophiles, mais c'est bizarre d'ailleurs, ils font pas. Il y a aussi trop de lymphocytes. Ils sont pas, le nombre de polynucléaires neutrophiles n'est pas extrêmement choquant par rapport au nombre de leucocytes. Donc il y a une hyperleucocytose à polynucléaires neutrophiles. Les éosinophiles, c'est pas très important comme valeur, on s'en fiche. Par contre, on a une hyperlymphocytose étrange qui nous choque, qui n'a rien à voir avec la légionnelle. On marque ça dans un coin de notre copie. Ça va peut-être aller avec toute cette histoire d'hépatosplénomégalie et d'adénopathie qui nous aideront pour les questions de la fin. On a une anémie qui est potentiellement inflammatoire, potentiellement par carence martiale chez cette vieille femme, potentiellement en rapport avec l'hyperlymphocytose. De même, on a une thrombopénie qu'on n'explique pas très bien. Et là, chose toute simple, on a une anémie, une thrombopénie, on parle de bicytopénie. On a une hyponatrémie, la kaliémie est normale. L'hyponatrémie, je vous le rappelle, fait partie des arguments en faveur de la légionellose. On a des enzymes hépatiques azatalates qui sont toutes deux élevées, donc on est face à une cytolyse hépatique, encore un argument biologique indirect. On a un syndrome inflammatoire biologique élevé avec une CRP à 297 qui ne nous choque pas du tout dans le contexte. Et on a des CPK élevés, une rhabdomyolyse débutante et des LDH élevés. Tout ceci sont des arguments en faveur de légionnelle. Et bizarre, on a des antigénuries justement légionnelles et pneumocoques négatives. Donc on nous demande d'interpréter ces résultats et on nous demande de discuter leur rapport vis-à-vis du diagnostic évoqué question 3. L'interprétation des résultats, on vient d'en parler.
on a effectivement un syndrome inflammatoire biologique, avec une élévation de l'AVS et de la CRP, une hyperleucocytose à polynucléaire neutrophile. On a, et c'est pas dans le cadre du syndrome inflammatoire biologique, une hyperlymphocytose qu'on n'explique pas très bien et une bicytopénie, anémie et thrombopénie. On a ensuite une pléiade de signes biologiques très évocateurs de la légionellose sans en être spécifique, une hyponatrémie, une cytolyse hépatique, une rhabdomyolyse et une élévation des LDH. Néanmoins, on est gêné parce qu'on a une antigénurie pneumocoque et légionnelle. Alors, l'antigénurie pneumocoque, on est plutôt content. Ça va nous permettre de moins penser à pneumocoque. Le problème, c'est que ça ne nous permet absolument pas de l'exclure. Donc, on le dit, la sensibilité de l'antigénurie pneumocoque comme légionnelle, d'ailleurs, n'est que de 80%. Il y a des risques de faux négatifs. Elle ne nous permet pas d'exclure ni pneumocoque, dans le cadre de l'antigénurie à pneumocoque négatif, ni légionnelle, dans le cadre de l'antigénurie légionnelle négative. Par ailleurs, l'antigénurie légionnelle, et c'est important de le savoir, ne détecte que le sérogroupe 1. Alors, c'est le sérogroupe de loin le plus fréquent en France, mais un résultat négatif, même s'il y avait une sensibilité de 100%, n'éliminerait absolument pas la présence d'un autre sérogroupe de légionnelle. Donc, notre suspicion, on va conclure, pardon, nos résultats sont compatibles avec le diagnostic de légionellose pulmonaire, particulièrement tous les résultats biologiques aspécifiques, et ils ne permettent pas de le confirmer, car ils sont aspécifiques. De même, la présence d'antigénurie négative n'exclut pas le diagnostic, elle ne permet donc pas de l'exclure. A priori, on est toujours face à un tableau probable de légionellose pulmonaire. Cette question avait pour objectif de nous faire discuter sur des résultats pas forcément concordants. Les étapes, c'est d'abord d'analyser l'ensemble des résultats, puis de faire une synthèse des conclusions qui nous permettent de tirer, et enfin de conclure en nuançant. On ne nous a pas demandé de prendre position ici. Aux ECN, si on nous avait demandé de prendre position, on dirait oui, les résultats sont compatibles, non, les résultats ne sont pas compatibles. On dirait ici oui. Là, on nous demande juste de discuter, on ne nous demande pas une prise de position, on discute, c'est compatible, mais ça ne nous a permis ni de confirmer, ni d'infirmer. Question 6. Finalement, votre diagnostic est confirmé. Comment adaptez-vous votre prise en charge? Donc, on est bel et bien face à une légionellose pulmonaire. Quels vont être les changements dans notre prise en charge? Donc, pas de changement au niveau de l'hospitalisation et des mesures générales de réanimation. Un changement dans l'antibiothérapie. C'est plus utile de couvrir le pneumocoque. Donc on arrête les céphalosporines de 3e génération. Et on est donc bel et bien face à une légionellose de forme grave. Et la légionellose de forme grave, il est recommandé de la traiter par une bithérapie active sur Legionella. On met donc ce traitement en route. On peut poursuivre la fluoroquinolone. Il faut par contre introduire un autre traitement, soit un macrolide, soit la rifampicine. Dans ce cas clinique, on met bien sûr la rifampicine et on ne se traîne toujours pas le zéro des macrolides parce que ça figure sur notre brouillon et qu'on y a pensé. Les autres mesures à mettre en place, c'est la kinésie respiratoire pour lutter contre l'encombrement bronchique. Elle serait aussi mise en place, bien sûr, si on était face à pneumocoque. Je ne l'ai pas mentionné à la première question de prise en charge, parce qu'on était vraiment dans l'urgence extrême et qu'on la mettra en place qu'après quelques jours. Mais toujours, pneumopathie, kiné respiratoire. Je pense que ça fait partie des mots-clés également que vous pouvez marquer immédiatement sur votre brouillon quand vous voyez en lisant l'énoncé qu'il s'agit d'un dossier de pneumopathie. Et enfin, encore un autre zéro, la déclaration obligatoire à la DAS. Je vous rappelle que la légionellose est une déclaration obligatoire. Et on précise, parce qu'aux ECN, c'est régulièrement coté, comment on met en route cette déclaration obligatoire. Donc il y a deux grands volets dans la déclaration obligatoire. Il y a le signalement. Le signalement, c'est quelque chose qui se fait en urgence, et c'est important de l'expliquer. La phrase dans le PIDI, c'est « par tous les moyens et sans délai ». On le fait donc à l'urgence à l'autorité sanitaire locale pour recherche et dépistage des sujets ayant été exposés à la même source de contamination. Et cette phrase est tout le temps vraie, c'est-à-dire que pour toute maladie à déclaration obligatoire, par exemple un patient vivant dans un foyer tuberculeux, il va falloir signaler en urgence, par tous les moyens et sans délai, à l'autorité sanitaire locale pour recherche et dépistage des autres sujets de son foyer. Et il est important de le savoir, cette partie-là n'est pas anonyme.
D'accord? C'est pas anonyme. Et ça peut être le médecin lui-même qui se charge de contacter l'autorité sanitaire locale. Ensuite, le deuxième volet de la déclaration obligatoire, c'est cette fois-ci anonyme, et c'est la notification qu'on fait sur une fiche spécifique. Et là, c'est à visée épidémiologique, c'est pour qu'à la fin de l'année, les gens de santé pub puissent se dire il y a eu X légionellose cette année, c'est bien, nos mesures sont en train de faire régresser la légionellose, ou alors, attention, il y a une recrudescence. Question 7. Grâce à vos bons soins, l'état de Madame F s'améliore rapidement. C'est bien, on est en train de la soigner. Et maintenant, on bascule dans la deuxième partie de ce dossier qui est assez courte. Au vu de l'histoire clinique, vous suspectez une autre pathologie sous-jacente, laquelle et sur quels arguments? Donc, il y a forcément un lien logique dans le dossier. Quoiqu'aux ECN, on a vu des dossiers bizarres de type érysipèle et sciatique sans aucune relation. Quand même, en général, c'est censé s'emboîter parce que c'est pas juste un empilement de questions. Donc là, on a une patiente qui a fait une forme grave de légionellose, une pathologie qui sévit plutôt sur terrain débilité. On peut suspecter qu'elle a une pathologie sous-jacente qui est cause d'immunodépression. Cette pathologie sous-jacente, c'est une leucémie lymphoïde chronique. Et on a beaucoup d'arguments en faveur. Le premier argument, c'est son âge. Elle a plus de 60 ans. Je vous rappelle que c'est une pathologie fréquente des personnes âgées. Le deuxième argument, c'est le syndrome tumoral. Vous voyez, il y a encore un point pour la tête de chapitre. Quand vous justifiez, il est important de recopier absolument tous les éléments de l'énoncé en faveur. Ils sont régulièrement tous comptés. D'ailleurs, aux ECN, il y a très peu de mots-clés cotés. Et les seules questions où vous pouvez avoir une vingtaine de mots-clés cotés, c'est des questions de justification de diagnostic, où vraiment, il ne faut pas laisser un seul mot de côté. Il ne faut pas oublier cervical, l'ampoulodénopathie et tout. Il faut tout recopier. Donc, par contre, il ne faut pas se contenter de recopier, il faut mettre des têtes de chapitre. Ici, on a une tête de chapitre. Il s'agit d'un syndrome tumoral et on recopie. Il y a des adénopathies bilatérales et symétriques, une hépatosplénomégalie. L'hyperlymphocytose est en faveur, elle sera normalement chronique et on pourra la confirmer sur un prélèvement ultérieur. Et enfin, c'est pas coté ici, mais c'était un argument fort. Elle a fait un épisode d'infection sévère. A fortiori, on est dans un dossier de maladie infectieuse, donc il faut penser à une pathologie qui est source d'immunodépression, comme la LLC. Question 8. Comment pourriez-vous confirmer ce diagnostic ? Alors, cette question peut tomber aux ECN, mais je pense que la seule chose qui est cotable aux ECN, c'est effectivement l'immunophénotypage des lymphocytes circulant sur sang frais. Donc, il y a le score de Matutes, mais là, je pense qu'on rentre clairement dans des choses beaucoup trop spécialisées. Aux ECN, l'hémato, ça reste quand même assez basique. Et il faut faire attention dans vos polis ou dans vos livres, c'est régulièrement vachement détaillé. On vous apprend les marqueurs, les infidélités de lignée, tout ça. C'est bien d'avoir compris la physiopathe, mais vous inquiétez pas, ce serait vraiment aberrant qu'il vous cote CD19+, ou CD5+, aux ECN. Donc vous dites immunophénotypage des lymphocytes circulant sur sang frais. Vous pouvez quand même, si vous le savez, expliquer que il y aura des marqueurs lymphocytaires B avec une infidélité de lignée, c'est le CD5+, et que ces petits lymphocytes circulants sont des clones, ils synthétisent donc tous la même immunoglobuline de membrane, et que au total, on fait le score de Matutes, et qu'un score supérieur à 4 est en faveur du diagnostic. La LLC aux ECN, c'est un dossier classique, c'est à bien connaître. Il faut savoir la clinique, on l'a un peu vu à travers ce dossier. Il faut savoir comment on fait le diagnostic, l'immunophénotypage. Et il faut connaître les grandes complications. Les grandes complications, c'est surtout la HAI, les complications hémolytiques. Donc ça, il faut connaître. Ça peut vous faire un dossier de la HAI ou ça peut être une porte d'entrée sur le dossier de légionellose. Les complications liées à l'immunodépression. L'immunodépression, elle va être double ici. Il y aura une hypogammaglobulinémie. Et il y aura les traitements qu'on va mettre en route, notamment s'il fait par exemple une AHAI, une corticothérapie. Donc je vais mettre traitement. Et enfin, il faut connaître, parce que ça peut vous faire un dossier
d'hémato relativement transversal, la transformation ou le syndrome de Richter en un lymphome agressif. Voilà. La prise en charge n'est pas à connaître, il n'y a que le diagnostic, donc connaissez les signes d'appel, connaissez la méthode unique de diagnostic positif, les principales complications, et ça s'intégrera dans un dossier multidisciplinaire avec une pneumopathie par exemple, ou une suite de dossiers d'hémato. En conclusion sur la légionellose. La légionellose, je vous rappelle, c'est une maladie à déclaration obligatoire, c'est une contamination par voie aérienne, par inhalation, mais il n'y a pas de contamination interhumaine. C'est inutile de faire un isolement respiratoire. Vous avez la notion de réservoir d'eau chaude et de système de climatisation. Donc ça peut faire l'objet d'une dernière question. Par exemple, il faudra incriminer une tour aéro-réfrigérante ou quelque chose comme ça. La clinique, c'est en général un tableau assez sévère de début aigu. C'est une pneumopathie avec des signes extra-respiratoires évocateurs. Et grosso modo, vous retenez, c'est une pneumopathie avec des signes digestifs et éventuellement des troubles neurologiques. D'accord, les signes digestifs, on les avait bien ici, une douleur abdominale, des vomissements, des diarrhées, des signes neurologiques, troubles de conscience, céphalée. Le pouls dissocié est également un argument en faveur. En paraclinique, les signes évocateurs, on les a vus dans ce dossier. La cytolyse, l'élévation des CPK des LDH, l'insuffisance rénale, la présence d'une hyponatrémie. La confirmation diagnostique, c'est pareil, on l'a vu dans ce dossier. C'est la réalisation d'une anti-ingénierie. On se souvient qu'elle n'exclut pas le diagnostic, qu'elle se contente de diagnostiquer le sérogroupe de type 1. La culture, qui est la méthode de référence, ou alors l'immunofluorescence indirecte, et la sérologie, qui a peu d'intérêt, mais qu'on peut mentionner. À la radiographie de thorax, c'est donc un syndrome alvéolaire. Souvenez-vous bien de ça, c'est aussi une pneumopathie alvéolaire, tout comme le pneumocoque, au contraire du mycoplasme, et qui est non systématisée, elle. La prise en charge, les formes non graves, c'est un macrolide ou une fluoroquinolone. Ici, on n'avait pas le choix à cause de l'allergie. Et les formes graves, on associe 2 antibiotiques parmi les macrolides, les fluoroquinolones et la rifampicine. C'est une bithérapie de 5 jours pour une durée totale du traitement de 2 à 3 semaines. Pensez, s'il vous plaît, à la déclaration obligatoire. J'ai pris l'an dernier 1,0 pour ça. C'est quelque chose de très important. Donc, pour ce qui est des références, vous avez un état des lieux réalisé par la SPILF sur la légionellose, et pensez aussi à consulter la conférence de consensus de la SPILF sur les infections respiratoires basses. Il y a d'ailleurs eu une actualisation en 2010 qui vous intéressera peut-être. Voilà, les items abordés dans le dossier, c'était l'item 86, infection bronchopulmonaire du nourrisson, de l'enfant et de l'adulte. Item 75, épidémiologie et prévention des maladies transmissibles, méthode de surveillance. Et l'item 163, leucémie lymphoïde chronique.